Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Ulysse 31. En VO ça donne Uchu Densetsu Yuri Shizu Satiwan. Retraduit en français, ça donne Ulysse 31, la légende de l'univers. C'est une série télé d'animation franco-japonaise en 26 épisodes de 26 minutes, créée en 1980 par Jean Chalopin et Nina Waldmark, et réalisée sous la direction de Bernard Diarès d'après l'Odyssée d'Homère. La série est diffusée en France pour la première fois le 3 octobre 1980 au 3 avril 1982 sur FR3. Chaque histoire de la série est découpée en 6 tranches de 5 minutes pour un total de 156 épisodes, diffusés à 19h55 chaque soir du lundi au vendredi, avant une présentation de l'ensemble le samedi à 18h30 dans FR3 Jeunesse. Et je regardais ça avec mon grand-père à l'époque et on ne ratait jamais un seul épisode le soir. Une première rediffusion intégrale est faite à partir du 27 juin 1983 sur la même chaîne, et une deuxième à compter du 12 janvier 1987. Il y en aura d'autres régulièrement, sans le découpage en tranches d'épisodes de 5 minutes, jusqu'au début des années 2000, sur France 3 puis sur France 2. En 2004, la série revient sur France 5, dont les programmes Midi les Zouzous et Bonsoir les Zouzous, en 2006, sur NT1 et en 2008 sur Énergie 12, avec l'image recadrée. Ils ont passé le 4/3 en 16/9, donc ça fait dégueulasse, on loupe un bout de l'image. Et la série a aussi été diffusée sur Télétoon, Abien et la chaîne Manga, pour ceux qui sont abonnés. Au Québec, la série a été diffusée à partir du 17 septembre 1983 sur Télévision de Radio-Canada. Ulysse 31 est la transposition dans l'espace de l'Odyssée d'Homère, un récit de la Grèce antique écrit à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par Homère, et qui raconte le retour d'Ulysse, un héros de la guerre de Troie, chez lui. Ils ont aussi utilisé d'autres passages de la mythologie grecque pour agrémenter la série. Donc on part au 31e siècle, sur la base spatiale de Troie, où Ulysse discute des problèmes de la Terre, où la paix est menacée car s'il ne rentre pas auprès de sa femme Pénélope, elle sera contrainte de choisir un nouvel époux parmi les princes prétendants, s'il ne revient pas avant la prochaine comète. Ensuite, l'équipage d'Ulysse est réuni sur l'Odysseus, leur vaisseau, pour l'anniversaire de son fils Télémaque, qui a 12 ans. Il reçoit un cadeau, Nono, un petit robot rigolo. La fête se termine et il est temps de retourner sur Terre. Mais c'est à ce moment-là que Télémaque est enlevé par les moines adorateurs du Cyclope. Pendant sa captivité, il rencontre Thémis et Noumaios, une sœur et un frère extraterrestres de la planète Zotra. Thémis est doté de pouvoirs télépathiques et ils doivent tous être sacrifiés au Cyclope. Mais Ulysse intervient, libère les prisonniers et tue le Cyclope, qui s'avère être une créature de Poséidon. Poséidon, pour se venger, demande à Zeus de les punir. Ulysse entend alors la voix de Zeus lui dire « Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu devras errer désormais dans un monde inconnu jusqu'au royaume d'Hadès. Vos corps resteront inertes. » Après cette terrible annonce, il découvre que son équipage est plongé en léthargie dans une des salles du vaisseau, et Noumaios est aussi dans le même état. Et pour couronner le tout, le chemin de la Terre a été effacé de la mémoire de son ordinateur de bord, Shirka. Ils devront errer dans la dimension de l'Olympe, où les dieux les ont attirés, et où ils n'auront de cesse de lui tendre des pièges pour l'empêcher de retrouver son chemin. Il cherchera aussi le moyen de rendre à ses compagnons leur conscience, et il devra trouver le royaume d'Hadès pour se sortir de là. Un mot sur le vaisseau d'Ulysse. Son nom lui vient directement d'Ulysse. Oui, Ulysse en grec ancien se dit Odysseus. Donc le vaisseau a au final le même nom que le héros de la série. C'est aussi un personnage indépendant, avec son intelligence artificielle Shirka, qui peut prendre seul des décisions pour manœuvrer le vaisseau ou faire d'autres manœuvres. L'Odysseus a la taille d'une petite ville, il mesure 1224 mètres de longueur, sur 3125 mètres de largeur, sur 2005 mètres de hauteur. Il a à l'intérieur tout pour la survie des humains, avec des jardins, des serres et tout ce qu'il faut. Il a aussi à son bord tous les robots pour la maintenance et l'entretien, les réparations qu'il a besoin. Son iris, si caractéristique du vaisseau, indique sa puissance. Plus l'œil est ouvert, plus la puissance est grande. Et d'où vient donc cette fameuse forme d'œil? Elle vient du logo de FR3. De l'époque. Et aussi des inspirations ont été prises dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On doit le design du vaisseau à Philippe Bouchet, surnommé Manchu. Il a été aidé de Shoji Kawamori, connu pour Macross. La première version qu'ils avaient faite était lourdement armée, mais Bernard Diarès n'a pas approuvé ce design et le vaisseau a été revu sans armes. L'Odysseus abrite aussi d'autres navettes utilisées par Ulysse et les enfants. La plus connue est celle qui se sépare en trois, avec le Dardos pour le combat aérien, l'Orbos pour la défense et les manœuvres au sol, et Vireis, qui lui sert principalement pour explorer. Il a été créé par Katsuji Murakami, qui était alors affilié à Poppy, et oui, les jouets étaient directement prévus depuis le début de la série. Ils ont aussi l'Hélios, qui lui aussi sert à explorer les planètes. Pour les vaisseaux ennemis, il y aura principalement les tridents des hommes requins, qui sont sous les ordres de Poséidon, et qui sont aussi les ennemis récurrents de l'anime.
L'idée vient de Jean Chalopin, avec René Borg et Bernard Dairès. Ils font un long travail de préparation et d'adaptation de la mythologie. René Borg et Bernard Dairès cherchent des idées pour le design des personnages, pendant que Chalopin est au scénario. Puis René Borg sera remplacé par Nina Wallmark, et c'est au bout de 6 mois qu'ils partent au Japon demander une collaboration à un studio. La série est donc une coproduction par les studios DIC et Tokyo Movie Shinsha. C'était une première entre ces studios. Les deux ont pu tirer le meilleur de l'autre, malgré que chacun avait sa vision de l'œuvre. Pour Tadao Nagahama, un membre du personnel du côté japonais, il affirme que le contenu de l'histoire était une catharsis dans laquelle un héros bat son ennemi. Tandis que du côté français, il déclare le personnage principal est un être humain qui a de la sagesse et du courage, mais qui n'est pas un héros. Le côté français va s'occuper de concevoir la série, qui sera réalisée du côté japonais. Et cette qualité se voit dans les épisodes. L'animation y est faite à 12 images secondes au lieu des 6 habituelles de cette époque. Et ils avaient 2 semaines pour faire un épisode au lieu d'une seule. Et ils ont aussi soigné les couleurs et les détails dans le dessin. Ça lui a permis de bien marcher, alors qu'il y avait pléthore de séries SF qui sortaient à cette période, comme Capitaine Flamme, Albator et les autres. Le visage du personnage principal est directement inspiré de Jean Chalopin. Mais à la base, ça ne devait pas être le cas. Ils étaient partis sur un personnage de type manga plus classique. Mais après avoir vu le personnage de type Jegika, du côté japonais, ils ont décidé de l'accepter. Et Bernard Dairès et l'équipe japonaise lui ont donné son visage pour honorer Jean Chalopin. Télémaque, lui, a été inspiré par le fils de Bernard Dairès. C'est pour ça qu'il a les cheveux blonds, comme le fils de Dairès quand il était jeune. Pour le reste de l'inspiration, en plus de 2001 l'Odyssée de l'espace, on y voit évidemment beaucoup de Star Wars. Les armes d'Ulysse, son épée, ne peut pas cacher l'inspiration, ainsi que les robots qui sont dans le vaisseau. Au cours de la production, Tadao Nagahama est décédé subitement en novembre 1980, bouleversant la production et le directeur de l'animation Shingo Araki, et d'autres ont repris le reste du travail et l'ont terminé. Une autre première qui a été utilisée sur cette série, ce sont les images de synthèse, que l'on trouve dans le générique, et aussi dans quelques passages d'épisodes. Leur utilisation était quand même très limitée par la puissance des appareils de l'époque. Comme pour toutes les séries, Ulysse a eu le droit à son épisode pilote. Il a été réalisé par René Borg et Shigetsugu Yoshida. Et dans ce pilote, on voit bien le côté plus manga qu'avaient les personnages. Et il n'a pas donné satisfaction à la production et les caractères design des personnages furent revus par Shingo Araki et les vaisseaux ont bien évolué. C'est Shoji Kawamori et le studio Nu qui revoit les mecha design. Nono et Nomayos, eux, n'ont pas trop bougé et ils restent presque identiques à leur première version. Et côté scénar, c'était déjà le bon. Et on sait tout ça car un internaute japonais en 2007 a posté le pilote sur un site internet de vidéos. Et comme ça, je peux vous en montrer quelques extraits. La série avait été pensée pour avoir 52 épisodes, mais 26 sont démarrés. 5 réalisateurs sont sur le coup au début, puis suite au décès de Tadao Nagahama, ils se retrouvent à 3 pour réaliser les épisodes. Du côté français, l'ambiance se gâte un peu avec les tensions de production des épisodes, et la décision est prise de rester sur 26 au lieu de 52 de départ. Un film était aussi prévu, mais il a été annulé avec le reste des épisodes. La série, malgré sa production japonaise, n'était pas prévue pour être diffusée là-bas. Ils se sont quand même décidés à en passer 12 épisodes, mais avec la bande-son refaite pour l'occasion, et ils sortiront la série en VHS au Japon. Dans l'épisode 11, Charib et Scylla, le personnage de Nono demande à voix haute « Mais où sont les glaces galactiques d'antan ?» C'est une transposition spatiale du célèbre vers de François Villon « Mais où sont les neiges d'antan ?» Dans l'épisode 20, Le Magicien Noir, c'est un épisode librement inspiré du film fantastique La chasse au conte de Zaroff de 1932. Dans un entrevue, Jean Chalopin explique qu'à l'époque, ils avaient dû brûler les cellulos de plusieurs dessins animés, car ils n'avaient pas beaucoup de place dans leur bureau à Tokyo. Tous les 6 mois, ils les envoyaient à l'incinérateur, et une grosse partie de ceux d'Ulysse 31 ont fini comme ça. En sachant la valeur que ça a aujourd'hui, c'est bien dommage pour les collectionneurs. En 2015, Hervé Delahaye a posté des extraits du doublage français qui avait été fait en 1980 et c'était Philippe Auguste qui prêtait sa voix à Ulysse. Maintenant, vous connaissez tous la situation. Il faisait déjà celle du Capitaine Flamme et il a été remplacé par Claude Giraud dans sa version finale qui est passée à la télévision. La série est aussi passée dans pas mal de pays européens où elle a relativement marché, mais quand elle a été diffusée en Amérique, elle a bidé, ce qui explique que les Américains n'ont jamais rien pondu sur cette licence, qu'il n'y a pas de film live ni d'autres adaptations. Il y a eu un club de Ulysse 31 et les gamins qui s'inscrivaient recevaient un petit journal dont le rédacteur n'était autre que Jean Chalopin. Ça s'appelait Image par Image. Et moi, j'étais pas inscrit parce que je savais même pas que ça existait. Il y a un magazine sorti sur Ulysse en 1980, il y en a 18 volumes, mais c'est principalement une BD, avec des couvertures souples
C'est fait par Jean Chalopin et Kalki Création, sorti chez les éditions Grenatori. Et il y a 2 spéciales qui sont sorties chez Eurographic Press, donc ça porte le nombre à 20 BD. Ça reprenait ce qu'il se passait dans la série, mais pas dans l'ordre des épisodes. Le dessin est moins travaillé que dans l'anime, et à l'intérieur on trouve du courrier des lecteurs, et d'autres rubriques comme des jeux, des textes racontant l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et d'autres choses diverses et variées. Ces BD existent aussi avec seulement la partie bande dessinée à l'intérieur. Et il y a aussi des versions avec 2, puis 3, puis 4 histoires compilées dans un même volume. Ça a été édité aussi en poche et sous d'autres formats. Donc vous avez le choix de les voir, mais c'est souvent les mêmes BD qui sont refaites. On trouve aussi les mini-bandes dessinées Tony Malt avec 4 numéros. C'était des BD qui étaient faites en partenariat avec la marque de cacao Tony Malt, qui a disparu. 6 livres sont aussi sortis, écrits par Jean Chalopin et Nina Wolfmark, chez Hachette. Ça reprenait les 8 premiers épisodes de la série, et ça en profitait pour étoffer leurs histoires. Et ils sont sortis entre 82 et 83. Et les derniers sont des livres d'Eurodif. Ce sont des petits livres destinés aux enfants en bas âge. Donc les histoires sont pas très développées, c'est clairement pas pour les adultes. Et les dessins sont aussi beaucoup moins bien faits. Et plus récemment, il y a le livre Ulysse 31, l'histoire illustrée d'un dessin animé culte de notre enfance, sorti en octobre 2019 de Elustasie Marois. C'est toute l'histoire de la série, avec des photos inédites de production et des anecdotes beaucoup plus poussées. C'est un peu le même principe que ma vidéo, mais vraiment poussé un peu plus loin. Il raconte tout en version papier. Et je le recommande chaudement, si vous voulez aller plus loin. Moi là, les vidéos sont évidemment résumées. Et Ulysse apparaît aussi dans la bande dessinée parodique de Zemial, les Shonen Avengers. Et je vous la recommande chaudement aussi, si vous arrivez à la trouver. La licence est assez fournie. Comme je l'ai dit plus haut, Poppy a sorti des figurines à l'effigie de nos héros, en métal et en plastique. Il y a aussi les robots du vaisseau qui sont disponibles. Il y a l'Odysseus, où ils ont fait une version où le milieu est blanc, allez savoir pourquoi je ne sais pas, mais bon, il existe. Et il y a surtout la navette rouge qui se sépare en 3. J'ai rêvé d'avoir ce jouet quand j'étais gamin, mais je n'ai pas eu cette chance. À la place, j'ai eu le petit nono de Poppy. Il y a aussi la navette d'exploration, il y a les versions des personnages en flexible. C'était à la mode à l'époque, c'était pas très joli, mais bon. En 1981, il y a un album Panini qui est sorti, avec les 180 autocollants collés dedans. On a eu des badges, des ballons, des puzzles. Dans les boîtes de Tommy Malt, de cacao, il n'y avait pas que des bandes dessinées, il y avait aussi des espèces de badges et d'autres trucs. Il y avait une parure de drap que je possède toujours. Eh oui, j'ai toujours ma parure de drap Ulysse. Il manque juste la couette car elle a lâché avec le temps, c'est déchiré. Mais les draps, je les ai toujours et j'ai la tête d'oreiller. Il y a les fameux masques en plastique dégueulasses qu'ils faisaient à l'époque, les verres à moutarde de Chamora. En 2000, ils ont sorti une figurine d'Ulysse, qui est pas très détaillée, mais bon, elle a le mérite d'exister. Plus récemment, l'Odysseus a été refait aussi en diecast, et là, cette version-là est de la bonne couleur et assez jolie. Il y a aussi, bon bah évidemment les classiques t-shirts, posters, tasses et toutes ces choses-là. Je vous mets plein de photos pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. La série est quand même pas mal fournie. On trouve aussi une version incroyable, celle qui a été faite par Olivier Duhec, entièrement en bronze, du vaisseau l'Odysseus. L'iris s'allume et c'est une sculpture de fou. J'aimerais bien y voir autrement qu'en photo, ça doit vraiment donner pas mal. Les musiques, elles, sont composées par Denis Croquette et Ike Egan. Les thèmes additionnels ont été composés par Suki Levy et Am Saban, qui ont aussi fait les génériques français. Il y a donc 2 versions du générique. Le premier est Ulysse, première génération du début de 81, interprété par Lionel Leroy, et il y a la version Ulysse revient, qui a servi de 2e générique, en 1983, interprété par Jacques Cardona, du groupe Apollo. Les génériques sont disponibles en vinyle. Le premier est sorti en 33 tours, paru en 1981 sous le label Saban Records. Il contenait les 2 génériques originaux et quelques chansons supplémentaires, mais aucune des musiques de fond. En 1983, un second 33 tours est sorti avec le nouveau générique Ulysse revient et de nouvelles chansons originales et une sélection de 6 instrumentaux, tous signés Am Saban et Suki Levy. Et il y a évidemment aussi les versions 45 tours, comme celle que je possède toujours moi, avec le générique dessus. Et pour le reste des musiques, pas mal de CD ont été faits. En 2001, le label Logan Rhythm sort la BO à partir des musiques du dessin animé, car les bandes originales avaient été perdues, donc on entend des bruitages dans cette version, et c'est en mono. En 2016, le groupe français Parallax sort un CD avec la BO remasterisée qu'ils ont refaite. Et la même année, en juillet, sort la version restaurée des musiques prises depuis les bandes originales qui ont été retrouvées.
Pour les adaptations dans les autres pays, ils se sont tous basés sur la VF en la traduisant simplement. Les Japonais, eux, ont donc une version spécifique à leur pays avec un générique interprété par le groupe Neverland. Il est sorti en single en avril 1986, nommé Jinga Densetsu Odyssey. Et pour l'ending, la chanson se nomme Ai Toki no Katada. Et c'est trouvable aussi sur internet, si je les trouve sur YouTube, je vous les mettrai dans une playlist. On trouve aussi plusieurs références à Ulysse dans la musique populaire, comme dans la chanson de Orelsan intitulée Realsan. Il fait référence avec les paroles, la musique rétro-futuriste, la bande originale des aventures d'Ulysse, et il porte aussi le costume d'Ulysse à un moment dans son clip. Et dans l'album Technotoon, on trouve une version remix techno du générique. Il y a plein d'autres remixes qui sont disponibles sur YouTube, il y a des versions rock, des versions techno, je vous mets ça en description dans une playlist. Et il y a aussi une curiosité qui a été faite à l'époque, c'est un album où Nono chante des chansons qui n'ont rien à voir avec la série Ulysse, et il y a même une chanson où il chante avec Nanette. Ce sont des chansons pop de l'époque, hein. C'est un album assez dispensable, c'est assez pénible à écouter. Et voilà pour la musique. La série, elle, est un classique intemporel pour moi. Elle est à voir et à revoir, je ne m'en lasse jamais. J'en garde des souvenirs inestimables où je la regardais avec mon grand-père le soir, comme je vous l'ai dit tout au début. Donc forcément pour moi, elle a un côté nostalgique, qu'elle aura peut-être pas pour d'autres, mais elle est vraiment excellente. Elle mériterait une nouvelle adaptation faite avec les techniques d'aujourd'hui pour que les gamins de nos jours puissent en profiter. Et j'aimerais bien la redécouvrir avec le paquet mis sur la technique. Le scénar est déjà très bon, il n'y a même pas besoin de le changer du tout d'ailleurs. Et si vous voulez voir la série, au moment où j'écris cette vidéo, elle est disponible sur YouTube. Il existe aussi de nombreux coffrets DVD, donc il n'y a pas de problème pour la voir et la revoir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette série, comment vous la trouvez. Dites-moi ça en commentaire. Faites les trucs de YouTube, les partages, les pouces, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Partagez au maximum. J'insiste là-dessus, mais partagez, partagez, partagez pour que la chaîne se fasse connaître. Si vous voulez être abonné soutien, vous verrez les vidéos à l'avance. Il y a le Tipeee aussi pour ceux qui préfèrent me soutenir là-bas, mais faites-le sur YouTube, c'est mieux d'avoir les vidéos à l'avance. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Et sinon, moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.